Alors aujourd'hui, on se penche sur une figure majeure, vraiment incontournable de l'Antiquité nord-africaine. Massinissa, Ah oui, Massinissa. un nom qui évoque beaucoup de choses. Exactement. Un unificateur, allié de Rome, son règne a été exceptionnellement long et a laissé une trace profonde. Qui ésonne encore d'ailleurs. Tout à fait. Pour essayer de le comprendre, on a pas mal de documents sous les yeux. Des biographies, des analyses archéologiques sur l'agriculture, la monnaie numide. Des articles universitaires aussi, et même des textes plus récents sur comment il est perçu aujourd'hui. Voilà. Donc notre but, c'est un peu d'extraire la substantifique moelle de tout ça. C'est ça. Essayez de voir qu'est-ce qui fait de lui ce personnage si central, si fascinant finalement dans l'histoire du Maghreb antique. Pourquoi on en parle encore autant? Bon, commençons par les bases, les faits clés. Il est né vers 238 avant Jésus-Christ. C'est le fils d'un roi Massile, Gaïa. Oui, Le moment décisif, c'est vraiment Zama, en 202 avant Jésus-Christ. Il fait un choix stratégique, majeur. Il passe du côté des Romains. exact. Contre Carthage et leur allié du moment, Syphax, le roi des Macéciles. Et c'est cette victoire qui lui permet d'unifier la Numidie. Les Massiles à l'est, les Macéciles à l'ouest. Il fonde ce royaume unifié avec Cirta L'actuelle Constantine. comme capitale. Et le truc incroyable, c'est sa longévité. Il règne plus de 50 ans. Ah oui, plus d'un demi-siècle au pouvoir. Il meurt très âgé, 90 ans, en 148 avant Jésus-Christ. C'est colossal pour l'époque. Carrément. Ça laisse le temps de marquer son territoire, de construire un État. Et ce qui ressort beaucoup des sources, c'est son incroyable habileté politique. Oui, il était malin. Très. Initialement, il est allié à Carthage. Puis, au moment crucial, il bascule et s'allie à Rome. Et les textes insistent sur une relation forte avec Rome, une amitié, mais Attention. oui, c'est pas une simple soumission, hein. Non, justement. Il ne semble jamais devenir un simple vassal. C'est une alliance d'égal à égal, ou presque. Une relation complexe. Et il utilise très bien cette alliance pour agrandir son royaume. De façon assez spectaculaire d'ailleurs. Ah oui, les chiffres sont éloquents. On parle de plus de 70 villes et territoires repris aux Carthaginois rien qu'entre 174 et 172 avant Jésus-Christ. C'est énorme. Un appétit d'expansion certain. Absolument. Mais il n'est pas que ça, pas juste un chef militaire ou un diplomate rusé. Les documents archéologiques notamment, et puis des auteurs comme Strabon, Oui. ils insistent beaucoup sur son rôle dans le développement économique. Il a vraiment poussé l'agriculture, en s'inspirant d'ailleurs du savoir-faire punique carthaginois. C'est ça. La Numidie devient exportatrice de céréales, de bois. Un grenier à blé pour Rome, en partie. Et ce qui m'a marqué personnellement, c'est cette note de Strabon qui dit qu'il a fait de nombreux berbères nomades des agriculteurs sédentaires. Exactement. Et ça, c'est pas juste économique? Non, c'est une transformation sociale profonde. Tout à fait. C'est politique aussi. Sédentarisé, c'est mieux contrôlé, c'est administré plus facilement. Polybée, d'ailleurs, fait l'éloge de cette politique agricole. Et culturellement, c'est intéressant ce mélange. Il combat Carthage militairement, mais Mais sa cour à Cirta utilise la langue punique. Aux côtés du berbère, bien sûr, mais aussi du grec, du latin. Il adopte un certain train de vie, un raffinement influencé par Carthage et le monde hellénistique. ce paradoxe est fascinant quand même. On combat une civilisation, mais on en intègre des éléments. C'est souvent comme ça que les cultures évoluent, par contact et confrontation. Et cette organisation, cette volonté d'État, on la voit aussi dans la monnaie. Il met en place un système monétaire cohérent. Oui, principalement en bronze, avec des ateliers à Cirta surtout, mais aussi à Siga. Et ces pièces sont très intéressantes. Elle montre quoi? Elle porte souvent son portrait, Avec la couronne de laurier, parfois le sceptre, ou même un éléphant. des symboles forts de royauté presque divin. Ah oui, quand même. Ça montre une affirmation claire du pouvoir royal, mais aussi que l'économie se structure, se monétarise. On n'est plus dans le simple troc. La Numidie s'intègre dans les circuits économiques méditerranéens. C'est un signe d'état moderne pour l'époque. Et l'homme lui-même, Massinissa, les auteurs antiques comme Appien, Cicéron, ils en parlent comment? Il semble assez admiratif. Ils le décrivent comme incroyablement vigoureux, endurant, même très âgé. Apparemment, à 90 ans, il montait encore à cheval sans aide, il menait ses troupes. Incroyable. Il aurait aussi encouragé les arts, envoyé ses fils étudier en Grèce. Oui, Polybe, l'historien grec, va même jusqu'à dire qu'il est l'homme le meilleur et le plus heureux parmi les rois de notre temps. C'est un sacré compliment. C'est clair. Et cet héritage, il perdure
Aujourd'hui, on voit que sa figure est réinvestie. Oui, beaucoup, particulièrement dans les milieux berbères, comme un symbole fort d'une histoire nord-africaine ancienne, riche, autonome, avant l'islamisation, avant la colonisation. Son nom est encore donné, on pense à Massini Sagarma, tragiquement. Et il y a ce tombeau présumé, le Souma du Kroub, qui reste un lieu important. Un lieu de mémoire, oui. Donc si on essaye de synthétiser tout ça, On a l'image d'un souverain vraiment polyvalent. Unificateur territorial, fin diplomate, qui navigue entre Rome et Carthage. un réformateur économique qui transforme l'agriculture. Et aussi une figure culturelle qui façonne une identité propre, en mêlant les influences berbères, puniques, hellénistiques. Et c'est sa longévité exceptionnelle qui a permis de vraiment ancrer cet État numide sur la carte de la Méditerranée. Finalement, ce qui ressort peut-être le plus de l'analyse de ces documents, c'est sa capacité à utiliser les influences extérieures, puniques, grecques, romaines, non pas pour se laisser absorber, mais pour renforcer son propre projet, forger une identité numide forte, indépendante, mais ouverte. Exactement. Une stratégie d'ouverture, mais maîtrisée. Et ça laisse songeur. On peut se demander ce que serait devenu l'Afrique du Nord si Massinissa n'avait pas eu ce règne aussi long, s'il n'avait pas fait ces choix-là, précisément à ce moment charnière des guerres puniques. Oui, c'est une question vertigineuse. Et puis, son rapport complexe à la culture punique, adversaire politique, mais emprunteur culturel, qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont les identités se construisent, se négocient dans cette région en l'Antiquité? Voilà matière à réflexion.